Mesdames, messieurs, quel plaisir de se retrouver sur cette page Facebook immédiat. On va tout de suite, et je sais que les filles l'attendent, on va tout de suite retrouver notre consultant montagne, consultant ski. C'est Marc Garcia qui a un invité de Marc. Aujourd'hui, justement, je vous les mets à l'antenne. Bonjour, mon cher Marc. Bonjour, Jean-Baptiste Grange. Salut Jean, salut JB, salut Francky. Alors, Oui, Jean-Baptiste France. quel invité, quel palmarès? Palmarès, oui, palmarès, il y a 25 pages. C'est pas compliqué. De la Coupe Mickey, dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à des titres champion du monde. Et palmarès, on va faire assez Assez rapide, ouais. commencer un peu tout ça, JB. Rapidement, je crois que c'est 2007. On a dit 2007, médaille de bronze au championnat du monde à Auray. C'est un premier podium en Coupe du Monde. Ouais. Chronologiquement, ensuite, 2008, 2009, mais 2008, tu finis deuxième du classement général de la Coupe du Monde de slalom. Tu perds sur la dernière épreuve, sachant que tu gagnais la première manche et que tu es à 10 portes de l'arrivée que tu avais gagné. Malheureusement, je crois que tu te mets au tapis. Tu finis deuxième du classement général cette année derrière l'Italien Mulg à Bormio. 2009, enfin, la consécration, le classement général de la Coupe du Monde slalom. En 2009, je crois que tu en as gagné une tartine de slalom. Hein. Gagné Kitzbühel. Ouais, sur 2008 et 2009, ouais, Kitzbühel. J'ai dû terminer deuxième à Schladming. Ouais, Lévis aussi. Lévis aussi, ouais. Ouais, quelques-unes. Ouais, quelques-unes, tu vois. Modeste. Non, mais bien sûr. 2009. Après, je sais plus, 2010. 2011, il est enfin aussi champion du monde. Hein, champion du monde en 2011. Et il disait tous les 4 ans, lui. C'est ça. Après, paf, il a sauté 2013. Allez, 2015, il remet rebolote, il est de nouveau champion du monde. Je me trompe pas, JB? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, tous les 4 ans, comme je disais. La première médaille à 22 ans à Auray, en slalom, troisième. C'était aussi mon premier podium en Coupe du Monde, donc ça reste un moment, je me considérais encore comme gamin. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais imaginé de pouvoir faire une médaille. Mais c'était un beau moment, d'autant plus qu'il n'y avait pas eu de médaille pour la France. Donc, arrivé à la dernière épreuve, il y avait quand même. Voilà, ça avait fait pas mal de bruit. Et puis, ça avait surtout un peu lancé ma carrière. Voilà, après, comme dans toute carrière, hein, il y a eu des hauts, des bas, des blessures. Enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je suis arrivé à 17 ans de Coupe du Monde. Donc, c'est sûr que à part des monstres sacrés comme des Marcel Hirscher, voilà, qui ont vraiment tout écrasé le temps où ils y étaient, c'est vrai que sur une carrière, il peut y avoir des hauts, des bas, des blessures. Il y a quelques très très bons moments. Il y a aussi beaucoup de moments un peu plus difficiles, de moments où il faut se battre. Mais bon, c'est ça aussi qui fait la beauté du truc. Hein. Mais après, au-delà de ça, moi, ce que je retiens, c'est aussi que j'ai pu réaliser mes rêves, évoluer dans le haut niveau pendant tant d'années. Et c'est ça aussi que je retiens au-delà vraiment de palmarès. Et ce haut niveau, Jean-Baptiste, il continue et il continue toujours. Ouais, ça continue. Ouais. On va dire que je suis quand même beaucoup plus proche de la fin. Il y a eu cette blessure, ce troisième genou là en 2019. Ça a été quelque chose, quand même d'assez difficile. Surtout que j'étais en train de revenir à un bon niveau, j'avais des bons résultats, j'allais rentrer dans les 15. Et surtout, j'arrivais à 34-35 ans, donc je me suis quand même vraiment posé la question de savoir si j'allais repartir. Après, j'ai senti que c'était pas encore le moment, que j'avais encore des choses à faire. Donc, il a fallu déjà revenir de cette blessure l'année dernière. La saison s'est plutôt bien passée. Hein. Je fais une belle saison. J'attaque, je dois être 23-24 au classement. Je termine 16e. Voilà, il manquait en plus les courses de fin de saison. Une belle saison de reprise. Et automatiquement, enfin souvent on le dit, hein, sur une blessure, il y a une première année déjà pour revenir et c'est bien d'avoir une deuxième année. Surtout qu'il y a plein de choses en fait qui se sont mis en place et qui ont été stabilisées au niveau de mon ski, au niveau de ce que j'ai fait en course. Donc voilà, je vais repartir sur une saison. Maintenant, je me prononce pas sur plus.
Je vais avoir 36 ans au mois d'octobre. Donc c'est avant tout de profiter déjà de cette année, de la jouer à fond. Il y aura les mondiaux à Cortina au mois de février. Voilà, puis après on verra, hein. Je vais pas faire de plan sur la comète. Marc, est-ce que justement c'est pas ce moment-là où on apprécie le plus la compétition de très haut niveau, justement quand la carrière est quasiment derrière? Ouais, après, c'est une question, comme l'a dit JB, c'est l'expérience. Mhm. JB, ça va pratiquement faire 20 ans, ça fait plus de 18 ans qu'il est au top niveau, et ce qui est totalement exceptionnel pour un Mhm. slalomeur. Mhm. Alors, il est clair qu'il y a la génération, il y a son pote Julien Liseroux, il y avait Mireur, il y a Meulg, qui sont quand même des types qui sont dans Ouais. sa même tranche d'âge, et qui font qu'il y a 10-20 ans en arrière, il était hors de question de penser qu'un slalomeur, il allait durer aussi longtemps. Et le slalomeur, c'est les genoux, mais aussi c'est le dos, il le sait très bien, JB. Bah oui. Et, c'est la difficulté, à mon avis, pour ça, en dehors de l'expérience qu'il a, indéniable, et le fait qu'il revient, comme il dit techniquement, je trouvais que cet hiver, JB reskiait avec les mêmes attitudes qu'il avait quand il était le meilleur slalomeur de la planète dans les années 2008, 2009, 2010. Je pense que tu l'étais loin devant Marcel. Tu étais vraiment le Top Gun et tout le monde te regardait et tu le sais très très bien, JB. Tu étais au-dessus du lot. Tu étais le meilleur slalomeur de la planète et encore bravo. Et 15 ans après, quasiment, JB est toujours là. Et tu sais, la difficulté pour lui, c'est d'avoir le fighting spirit parce qu'à chaque fois que tu vas t'entraîner, à chaque fois que tu vas faire des compètes, c'est du temps que tu vas Ouais, passer ouais. en t'échauffer parce que tu as besoin de beaucoup plus t'échauffer. Tu as une expérience qui fait que tu es moins électrique, mais quelque part, à chaque Mais fois, ces phases-là d'échauffement, de préparation, il faut être. On est d'accord, JB? Ouais. Non, mais c'est vrai que depuis 2, 3 saisons, on a aussi pas mal modifié de choses au niveau de nos entraînements. C'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'entraînements, en tout cas sur l'été, l'automne, en ski et même sur l'hiver. Moi, cet hiver, en fait, enfin, pour être franc, hein, c'est vrai que je suis arrivé fin décembre. Donc, je revenais de blessure. J'avais pas couru depuis le mois de janvier. Mes 2 premières courses, je sors. Et ça a été un gros moment de remise en question. Je pensais peut-être même faire que le mois de janvier et m'arrêter parce que ça avait été difficile. Et j'ai dû me retrouver un petit peu d'envie, de fraîcheur. Et c'est vrai que c'est en skiant un petit peu moins. Mais par ah contre, ouais. quand je suis sur le ski, de le faire encore mieux. Ou Ouais. quand je suis en course, voilà, ou sur l'approche des courses, d'en faire un petit peu moins pour vraiment arriver sur la journée de course en ayant un maximum d'énergie, en étant prêt à mettre aussi un maximum de concentration, d'implication et d'énergie. Et c'est vrai que voilà, sur le début de ma carrière, quand tout va bien, quand tu es jeune, tu t'en rends même pas compte, tu le Ouais, fais c'est ce que naturellement. disait Marc. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, tu es obligé de modifier des choses et d'aller chercher un peu ce fighting spirit beaucoup plus, hein, parce que voilà, c'est sûr que en slalom, en plus, c'est une discipline hyper explosive. On le voit que ça prend de plus en plus de risques, il y a de plus en plus de densité. Donc si t'es pas prêt à faire encore plus que les autres, alors c'est le cas dans toutes les disciplines, mais il y a vraiment ce facteur explosivité qui est, voilà, c'est devenu très 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 dense et il faut être prêt à pouvoir donner 100% de tes capacités. Finalement, c'est à chaque période de l'âge, l'entraînement se modifie et l'envie se modifie aussi. Et finalement, on arrive. Mais alors, ce qui est important, c'est que en ce moment, les slalomeurs, bah, y a des résultats aussi. Ça donne un petit peu la patate quand même, Jean-Baptiste. Ouais. Non, mais on a vraiment un super groupe, hein. C'est vrai qu'on a eu quelques années un peu plus difficiles. Alors, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, en fait, on est passé d'un groupe technique géant slalom à de nouveau un groupe slalom et un groupe géant. Donc, ça a permis de vraiment recentrer le projet sur une seule discipline. Il y a eu l'arrivée de Clément qui a fait Ah beaucoup, bah des oui. nouveaux coachs. Et c'est vrai que bah, du coup, on a réussi à recréer une belle dynamique. Alors, il y avait Julien, encore un peu plus vieux que moi, dans le groupe. Il y avait moi, il y avait Robin Buffet, il y avait Clément. Il y a eu Max Rizzo aussi à un moment. Donc, on a réussi à recréer une vraie dynamique et à repartir de l'avant. Après, on ajoute aussi Alexis Pinturo et Victor Muffajandet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est combien? On est 5, 6 dans les 30. Donc, Mhm, mhm. on est de nouveau, et puis je crois que du coup, bah là on est 4 dans les 16, donc ça devient de nouveau quand même plutôt intéressant.
Je me souviens aussi d'Adelboden 2019 où on est 5 dans les 12 premiers, je crois. Énorme, bien sûr. Voilà, c'est quand même des moments qui sont sympas. Et surtout, il y a vraiment un mix des générations. Avec Julien qui, voilà, le papy continue à faire de la résistance et à marquer des points à 40 ans. Donc il y a ça. Moi, c'est vraiment aussi l'année dernière quand il a fallu repartir, ça a beaucoup joué le fait qu'on ait le côté humain, que ça se passe bien dans le groupe, bien avec les coachs, voilà, bien avec le groupe, avec Clément. Et ça, c'est aussi quelque chose quand même qui est important. Pour l'équilibre. Ouais, Marc le dit assez souvent, hein, l'humain est quand même au centre du groupe. Et justement, Marc, alors c'est intéressant ce que dit Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes et des anciens, ce brassage, est-ce que c'est pas ça le secret pour que l'équipe continue et monter en puissance? Certainement, parce que il le sait, JB a la chance aujourd'hui aussi d'être avec un Clément Noël, qui est un athlète exceptionnel. Mais ça, c'est comme il l'a dit, c'est le staff aussi qui fait que le staff est là aussi pour apaiser tout ça et faire en sorte que les anciens, avec la nouvelle génération ou ceux qui sont intermédiaires, fassent vraiment le tampon et qu'il y ait une bonne ambiance. C'est ça le principe de dynamisme. Alors, des fois, ça marche, ce qui est le cas aujourd'hui, et JB l'a dit, il y a une période où ça marche moins bien. Alors après, c'est des discussions qu'on a internes à l'équipe, hein, évidemment, mais il a dit, il y a un nouveau groupe, il y a de nouveaux coachs, il y a des jeunes qui arrivent. JB est reparti sur son matériel aussi, parce que le matériel joue beaucoup. On va en parler. Bien, JB. Donc ça aussi, quand tout va bien comme ça, et que même si JB, il le dit, 36, 37 ans, les blessures, choses comme ça, et qu'il revient, parce que moi cet hiver, j'ai trouvé que JB, tu redevenais. Et dans mes années, j'ai l'impression que de temps en temps, sur certaines portes, je vois JB des grandes années 2009, 2008. Alors, on avait un peu de mal à tenir un peu la distance, les fins de parcours, certes. Tu as analysé. Et je disais, je revois JB, son bassin beaucoup plus haut, très en avant, ses phases de relâchement qu'il avait, ce qui faisait sa force. Et non, c'est super. C'est super pour toi. Ouais. Non, ça a été. Alors après, bien sûr, hein, c'est vrai que je l'ai entendu aussi cet hiver, hein, que certaines personnes me l'ont confié, qu'ils avaient l'impression de me revoir une dizaine d'années en arrière. Donc ça, c'est sûr. De toute façon, quand tu te sens mieux sur tes skis, tu retrouves aussi un peu l'essence même de ton ski. Tu forces pas. Après, moi, j'ajoute aussi que voilà, c'est aussi un ski évolué. Hein. Je fais pas ce que je faisais il y a 10 ans, parce que si je fais ce que je faisais il y a 10 ans, je serais quand même beaucoup plus loin. Voilà, c'est aussi une discipline qui a évolué. Alors, c'est vrai que par moment, voilà, j'ai pu maîtriser ce que je faisais. Après, la discipline, elle évolue. Toi, il faut que tu évolues, donc il faut aussi remettre pas mal de petites choses en question. Et ouais, moi, je trouve que le slalom a quand même beaucoup évolué en 10-15 ans. Il a encore beaucoup évolué sur les 5-6 dernières années. Voilà, à chaque fois qu'il y a un peu des nouveaux qui arrivent, ça continue d'évoluer. 2013, 2014, des Hirscher, des Christopherson, Félix aussi dans ses grandes années. Après, on a vu 2018-19 où tu as des Clément, des Ramon Zenhauser. Voilà, ça continue encore à évoluer, je pense. Donc voilà, c'est une perpétuelle évolution. Et moi, ça me plaît ça aussi. Hein, et c'est vrai que cet hiver-là valide un peu la progression que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai cherché à faire évoluer dans mon ski. Donc c'est pour ça que voilà, moi je repars vraiment avec beaucoup de plaisir sur l'hiver prochain parce que j'ai beaucoup plus de repères. Je sais ce que j'ai à faire, à travailler encore. Donc ouais, c'est bien. Alors pour parler justement de l'hiver prochain, de l'actualité, comment ça va se passer à l'équipe? Comment vous allez reprendre l'entraînement? Vous allez repartir sur des essais de matériel? Tu peux nous en dire un peu plus, Jean-Baptiste Grange? Ouais, pour l'instant c'est juste ce qu'on espère. C'est vrai que là on vient d'être déconfiné, donc il y a pas mal de choses qui vont découler, je pense d'ici une semaine, 2 semaines. J'ai vu que le Pisaya à Liseran devrait peut-être ouvrir début juin. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Après, nous, ce qu'on aimerait faire, alors moi, j'ai déjà pas mal travaillé physiquement là, pendant le confinement. Là, je vais être sur une période un peu plus tranquille les 3-4 prochaines semaines. Après, si on a la possibilité de remonter sur les skis début juin, on va le faire parce qu'on a arrêté très tôt. Le but, c'est aussi de repartir de l'avant, de laisser un peu cette crise derrière nous, même si elle n'est pas...
Ouais, voilà, de repartir sur une nouvelle saison. Il y aura certainement, après c'est sur du glacier, donc c'est quand même délicat au niveau du test de matériel, mais en tout cas on va déjà pouvoir regarder un peu ce qui y a de nouveau, commencer à trier un peu le matériel. Ouais. Après on a prévu donc de remonter sur les skis, mais le but ça va pas être non plus de passer l'été sur les glaciers, parce que le début de saison il reste à la même date que les autres Et années, oui, bien c'est-à-dire sûr. novembre. Ouais. Donc voilà, c'est avant tout de remonter rapidement sur les skis pour laisser un peu tout ça derrière nous. Ouais. Et après, on va essayer de s'adapter au maximum en fonction de ce qu'on peut faire, pas faire. Là, j'ai parlé de ski début juin, mais on ne sait pas encore, c'est pas fait. Après, il y a plusieurs plans. Il y a un plan aussi avec l'hémisphère sud. Si vers le 15 septembre, on peut aller à Ushuaia, on essaiera d'y aller. Parce que c'est vrai qu'on retrouve de la neige d'hiver, on peut injecter les pistes. Là-bas, on est sur place, on est en bas en altitude, donc en fait, sur Ouais. une quinzaine de journées, on peut vraiment tout enchaîner. Alors que sur les glaciers en Europe, c'est très très difficile de pouvoir faire 4-5 jours, Mm. plus de 4-5 jours, Mm. parce qu'il y a la fatigue, il y a l'altitude, le fait qu'on se lève très tôt aussi. Et ça reste des conditions de glacier qui sont quand même particulières par rapport aux conditions d'hiver. Mais bon, je crois que tous ceux, en tout cas dans le groupe slalom, on n'a pas besoin non plus d'une quantité Bien sûr. phénoménale Ouais. de ski. Je pense qu'on va essayer de être avec un peu de ski sur tapis. Moi, j'avais pas eu l'occasion de le faire l'année dernière parce que j'étais blessé, mais les autres l'ont fait sur l'été dernier. Ouais. Voilà, ça peut pallier un petit peu. Plus Ouais. du ski indoor, donc en dôme. Voilà. Après, c'est surtout important de garder à l'esprit que le début de saison, il est à la même période et que voilà, il va falloir gérer, s'adapter et gérer un peu l'approche à partir de maintenant, l'approche jusqu'au début de saison parce qu'on est encore très loin. Marc, est-ce que tu penses que c'est important que les skieurs de compétition se retrouvent, se regroupent, ne serait-ce que pour se voir un petit peu, parce que là, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revus, et puis ça a été assez brutal en fait, hein, c'est ça qui est difficile. Est-ce que c'est pas important d'un moment donné, à part d'aller faire du ski, de se retrouver quoi, en fait, de se reparler en vrai, Marc? JB pourra en parler plus facilement que moi, c'est sûr. C'est une évidence même. Dans la mesure où il y a effectivement une très bonne ambiance de groupe, Oui. c'est impératif que le groupe se retrouve. Et je reviendrai sur JB quand il parlait des glaciers. La particularité de t'entraîner sur les glaciers l'été, c'est qu'à ces altitudes-là, tu laisses beaucoup d'influx nerveux aussi. Tu laisses beaucoup de cartouches. Et l'expérience fait qu'aujourd'hui, quand tu es jeune, tu pars dans tous les sens. Ouais. Et l'idée, c'est de préserver quand même, parce que les altitudes sont hautes, tu te lèves tôt. Comme il a dit, il y a des variantes de température. Et ça claque vite un athlète. Et tu peux vite plonger physiquement parce que du coup, l'influx est plus là. On est d'accord, JB, là-dessus? Ouais, c'est sûr. Hein, comme je le disais, hein, au-delà de 4-5 jours sur glacier, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influx de l'essai. Ouais. Et à contrario, sur Ushuaia, où on est en bas de la station, on doit être à 600, je crois, même pas. C'est vrai qu'au niveau récupération, c'est quand même... et tout ça accumulé fait que des fois, tu peux arriver en début de saison en étant cramé nerveusement. Ouais, c'est ça. Bien à ce que je disais tout à l'heure, où aujourd'hui, moi, j'ai encore plus besoin d'influx nerveux, de fraîcheur pour pouvoir être performant. Donc voilà, ça, après les coachs ont bien fait les débriefs aussi après chaque saison et c'est quelque chose qui ressort. Hein. Donc voilà, il faudra être bon là-dessus. Pas s'affoler. Après, voilà, comme tout le monde, hein, on ne sait pas où va nous amener cette crise. C'est sûr que si on arrive début septembre et que c'est encore compliqué, là, je pense que ça va commencer à inquiéter énormément pour notre cas. Hein, parce que c'est déjà très inquiétant pour l'économie. Oui, non. On parle même pas de tout ce qu'il y a autour du ski et ça, mais ne serait-ce que sur l'aspect sportif. On va terminer cet entretien, Jean-Baptiste. Peut-être Marco, une dernière question pour conclure avec Jean-Baptiste. Alors moi, j'en ai des tonnes de questions pour JB, mais on va pas. Mais on le réinvitera sur notre plateau de toute façon, Marc. Ouais, avec plaisir. D'abord, tu as le bonjour, j'ai croisé ce matin Guy Jolipetu, qui te fait un gros bisou. C'est un ancien technicien. C'est le dernier dinosaure. Ouais. Tu demanderas bien à JB s'il continue encore une année de plus. En tout cas, il te salue. Il fait un gros bisou. Ouais. Voilà. Ça, c'est un technicien. Donc, c'est évidemment. Et je rebondis sur les techniciens. JB, à l'époque, et il n'y a que le monde interne, je sais que tu travailles beaucoup sur ton matériel et je sais que tu avais beaucoup de choix de chaussures
entre le sabot, le collier, les différentes duretés de coque, de bas de coque, pour que tu comprennes, Franck, les bas de coque, ce qu'on appelle les sabots, le partie haute, c'est des colliers. Et évidemment, le slalomeur et le technicien avec ITJB avaient un nombre de paires de coques différentes en fonction de la qualité de la neige, en fonction de la qualité de la pente. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours dans cette haute précision sur la chaussure de ski, où tu as réduit, de dire voilà, j'ai 3-4 modèles, 3-4 choses, ou pas du tout? Alors aujourd'hui, j'ai essayé, même que ce soit au niveau de mes skis ou au niveau de mes chaussures, de simplifier aussi au maximum. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on a pu se perdre un petit peu. Alors on voulait bien faire, mais finalement, de laisser trop d'options fait que des fois, tu oublies de simplement skier. Parce que quel que soit le matos que tu es, moi ça m'est déjà arrivé de gagner à Lévis et j'avais les 2 crochets du haut qui avaient sauté. Je ne sais pas où. Mais voilà, c'est pour dire que bon, Ouais. il faut faire attention aux détails, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Alors, moi aujourd'hui, je vais tourner sur 2 paires différentes, 2 duretés différentes. Voilà. Par contre, c'est vrai que, et c'est notamment d'avoir beaucoup, voilà, avec Clément, on a le même technicien, de l'avoir beaucoup côtoyé depuis 2-3 saisons. Il utilise des chaussures assez souples, Ouais. plutôt souples. Et c'est vrai que du coup, je suis venu vers quelque chose de plus souple par rapport par rapport à ce que j'avais. Je me suis dit que voilà, lui qui faisait 1m92, qui est un petit peu comme moi, utilisait du matos aussi souple et était aussi rapide, je me suis dit que c'était peut-être la solution. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même, il y a 10-15 ans en arrière, on était quelque chose sur quelque chose de, alors on est toujours très direct, mais de très court, très bref, et donc il faut un matos dur. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sur de la continuité de l'enchaînement. Et ça demande d'avoir quelque chose de plus souple pour pouvoir écraser la languette en début de courbe et puis pouvoir allonger notre virage sur toute la longueur. Donc, je pense que d'avoir quelque chose d'un peu plus souple, ça aide à cette continuité. Alors, je vais simplement tourner sur un modèle un petit peu plus dur quand il fait très chaud. C'est vrai que sur le mois de janvier, par exemple, on court souvent vers 800-900 mètres d'altitude, voire 600 à Schladming, en Autriche. Et ça peut arriver qu'on ait des températures entre 5 et 10 degrés, donc on est obligé de passer sur quelque chose d'un petit peu plus dur. Ça peut vraiment avoir un impact important quand même, hein. Faut pas trop se planter quand ça chauffe fort. Bien sûr, faut durcir. Il faut être capable de réagir par rapport à ça. Alors après, moi, la technique que j'utilise, c'est que ma paire souple, en fait, je la mets simplement bien dans la neige quand il fait chaud. Parce qu'il m'est arrivé dans l'hiver, et notamment à Kitzbühel, de changer de chaussure, de mettre une chaussure un peu plus dure entre les 2 manches, ça m'avait quand même bien déstabilisé. Ouais. Et je préfère rester sur une chaussure un peu souple et simplement durcir un peu. Durcir un peu avec la température. Après, on a beaucoup de réglages là chez Rossignol, on peut faire beaucoup de réglages sur les chaussures. Maintenant, il faut arriver à pas se perdre. Donc, voilà, moi je prends l'exemple de Clément parce que pour moi c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Et tu peux pas faire plus simple au niveau du réglage de chaussures. C'est le truc basique de chez basique. C'est incroyable. Il y a rien de compliqué, donc voilà. C'est un paradoxe, hein, JB. Parce que quand tu me dis, lui, il fait 1m92, et puis en plus, c'est quand même les neiges artificielles qui sont en plus injectées, c'est du carrelage. C'est quand même assez surprenant que tu puisses expliquer. Alors après, pareil. Par rapport à ça, ça fait quand même quelques années, 5-6 ans, voire même un peu plus, ils injectent un petit peu moins les pistes et on est sur des revêtements un peu moins durs. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Après, c'est sûr que quand c'est vraiment très béton, on a fait un entraînement à Cortina là, en mi-janvier. Et c'est vrai que par contre, avec nos chaussures un petit peu souples, il faisait chaud, on a été un peu, on a eu quelques problématiques et on a mis une chaussure un peu plus dure, celle qu'on utilise quand il fait assez chaud, et c'est vrai que ça a ramené un peu de stabilité. Donc là-dessus, ouais, il y a vraiment il y a quand même de l'adaptation à avoir parce que notre matos, il faut qu'il soit performant et faut pas
tout le matos à chaque fois, il faut aussi beaucoup se remettre en question, mais il faut prendre en compte quand même le facteur matériel. Ouais, on pourrait poser encore des tas de questions et rester Oui. longtemps avec Jean-Baptiste Grange. Merci en tout cas Jean-Baptiste d'avoir pris un petit peu de temps et être l'invité de Marc Garcia. Marc Garcia, le mot de la fin, Marc, c'est toi qui dis. Non, moi je remercie JB parce que c'est un honneur de l'avoir. Bien sûr. Je te dis, moi j'en ai rêvé d'essayer de gagner des Coupes du Monde. Je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé non plus. Et quand tu as des gens qui te font rêver, je te dis, il a été meilleur slalomeur de la planète. Aujourd'hui, il y a énormément de respect. Il y a quelques jours, on a eu Matteo Joris, tu sais, l'entraîneur-chef, et qui faisait énormément, hors antenne, qui faisait énormément de compliments de la valeur humaine de Jean-Baptiste Grange, la qualité de l'homme, en dehors du grand champion. Et moi, ça me fait bien plaisir de l'avoir avec nous. Merci JB. Merci JB, et au plaisir de se revoir pour de vrai sur notre plateau, évidemment, pour ce ski débrief de Marc Garcia. Merci beaucoup les garçons, et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci JB.